Mesdames et messieurs, bonsoir. Du 22 au 24 novembre 2016, le Bénin a accueilli le Congrès international de santé mentale de Cotonou. C'est une activité qui a réuni des professionnels de la question au Palais des Congrès de Cotonou pendant 72 heures. Une activité qui remet une fois encore sur le tapis l'importance donc de cette question. Un congrès qui a porté sur le thème, je cite, « Sexualité, culture et maladie ». Et comme vous le savez, cette activité a bien évidemment été conduite par un comité d'organisation. Le président du dit comité a nom Magloire Gansou, professeur agrégé de psychiatrie au Bénin. Eh bien, c'est le professeur agrégé Magloire Gansou qui est notre invité pour le compte de ce entretien. Professeur Gansou, bonsoir. Bonsoir, monsieur le journaliste. Merci pour la disponibilité. Oui. Alors, comme je l'ai dit tout à l'heure, le Bénin, votre pays, a accueilli du 22 au 24 novembre 2016 le Congrès international de la santé mentale de Cotonou. Dites-nous déjà, qu'est-ce qu'on doit y comprendre? On doit y comprendre beaucoup de choses déjà. Premièrement, parce que c'est un thème rassembleur. Personne n'est à l'abri de la sexualité et la sexualité intéresse ou concerne tout le monde. Alors, la sexualité ne se vit pas de façon isolée. Elle est incrustée dans une culture. Voilà. Et tout cela peut déboucher sur la maladie lorsqu'elle est mal assouvie ou mal gérée. Alors, c'est tout cet ensemble que nous avons essayé de considérer pour mettre cela sous forme d'un thème et qui a réuni justement à Cotonou pendant ces 3 jours, oui, du 22 au 24 novembre dernier, plus de 200 participants. Je crois que c'est ce que je pourrais dire en introduction. Voilà. Et si vous avez eu l'idée d'organiser ce congrès, c'est que quelque part, il y a un manque qui s'est fait observer certainement. Oui, il y a un manque parce que nous avons constaté que généralement, lorsqu'on parle de sexualité, on voit d'abord sexe. Mais la sexualité, c'est au-delà. La sexualité est à différencier de la génitalité. Par exemple, voilà, la sexualité, c'est tout ce dévouement que nous donnons à quelque chose. Et vous comprenez que si on tient compte de cette définition, la sexualité intéresse et concerne tout le monde. Même l'enfant qui naît aujourd'hui a une sexualité. Tout à fait. La personne âgée, l'adulte, la personne âgée a également une sexualité. Et cette sexualité est vécue d'une certaine manière. Comment? Dans notre culture, dans notre tradition, etc., il y a des manières. Par exemple, on parle souvent d'éducation sexuelle, on parle d'un certain nombre de choses. Aujourd'hui, il y a des comportements que certaines personnes qualifient de déviants ou de ci ou de ça par rapport à une certaine attitude qu'on devait avoir par rapport à la sexualité. La sexualité aujourd'hui, les jeunes, la sexualité chez les personnes âgées, bref, beaucoup de choses. Et maintenant, la sexualité également, lorsqu'elle est mal vécue, peut générer des troubles sexuels à tous les niveaux. Et les troubles sexuels peuvent concerner l'enfant, peuvent concerner l'adulte, comme peuvent concerner les personnes âgées. Donc, c'est un peu tout cela que nous avons mis ensemble pour en discuter. Voilà, et le thème, c'était bien évidemment sexualité, culture et maladie. Vous venez donc de lever un coin de voile sur le contenu de ce thème. Pendant 72 heures, comme nous l'avons dit, les professionnels se sont retrouvés à Cotonou pour discuter de la question. Après ce congrès, quel est le bilan qu'on peut déjà faire, professeur? Le bilan qu'on peut faire de ce congrès, nous estimons humblement que le bilan est largement positif. Parce que je vous ai dit tantôt qu'il y a eu plus de 200 participants. Tout à fait. Et il y a eu des communications venues de plusieurs pays africains, même hors du continent. Hors du continent. Donc il y a eu pratiquement beaucoup de pays africains. Ensuite, les participants qui sont venus de la France, de la Belgique et d'ailleurs. Voilà. Vous voyez, donc c'est un congrès vraiment international où il y a eu beaucoup de communication, beaucoup d'échanges, beaucoup de partages, beaucoup d'expériences
c'est des praticiens, c'est des scientifiques de haut niveau qui sont venus. C'est des expérimentés, c'est des personnes qui maîtrisent le sujet. Et bon, ensemble, hein, dans notre contexte culturel également, nous avons tenu compte un peu de tout cela pour échanger, partager et voir l'actualité. Et ensuite, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour améliorer un peu éventuellement l'approche de ce thème dans notre pratique quotidienne. Voilà. Et puis, vous l'avez dit tout à l'heure, il y a eu plusieurs thèmes, sinon sous-thèmes aussi, si on peut le dire de cette façon, qui ont été développés. Est-ce que vous voulez revenir sur quelques-uns? Bon, par exemple, au hasard comme ça, hein, la sexualité, le développement de la sexualité, l'éducation sexuelle en Afrique, par exemple. L'éducation sexuelle en Afrique. Vous savez, les choses ne sont pas toujours les mêmes d'un continent à un autre. Nous avons nos pratiques, nous avons nos manières de faire. Comment est-ce qu'on peut éduquer quelqu'un sexuellement? La sexualité, vous voyez, c'est un processus. Donc, c'est difficile de dire qu'on va éduquer, voilà, ça commence en un temps T, ça finit en un temps T. C'est pas possible. Les réalités ne sont pas les mêmes. Ne sont pas les mêmes. Alors, l'éducation sexuelle commence quand et finit quand? Quand on sait que la sexualité, c'est un processus qui parcourt pratiquement toute la vie d'un individu. Évidemment, il faut des notions de base qu'il faut donner déjà à l'enfant par rapport à un certain nombre d'éthiques, par rapport à un certain nombre de comportements que l'enfant doit acquérir, par rapport à un certain nombre de connaissances que cet enfant doit avoir sur la sexualité. Et on en fait souvent un problème tabou, vraiment tabou en Afrique. Mais en réalité, ce n'est pas aussi tabou que ça. C'est parce que les parents n'arrivent pas souvent, ils ne savent pas souvent par quel bout prendre. Et aujourd'hui, ils sont dépassés par l'actualité, par le net, où l'enfant voit tout déjà. Il a toutes les informations au dehors. Toutes les informations. Vous dites que mon enfant a 8 ans, il ne connaît rien de la sexualité, 10 ans, mais il en connaît plus que vous, c'est certainement déjà. Donc, il va falloir canaliser tout cela, donner les bonnes informations, conduire vers, entre griffes, ce qui devrait être la sexualité normale, tout simplement. Alors, c'était déjà un premier thème. Est-ce que, professeur, vous avez encore une autre idée? On vient de parler de la sexualité en Afrique. Vous nous avez fait comprendre que les réalités ne sont pas les mêmes et c'est une évidence. Alors, de quoi est-ce qu'on peut également parler? Bon, au Bénin, ici, nous avions également fait une étude où on a constaté, par exemple, il y a un travail très intéressant qui a été fait sur la cartographie des maisons de tolérance à Cotonou. Vous voyez, où on a essayé de voir un peu ce qui se passe. On s'est rendu compte qu'à proximité de certaines écoles, il y a beaucoup de maisons de tolérance. Et c'est peut-être une facilité pour nos enfants ou nos étudiants, nos élèves, d'aller facilement à ces lieux-là. Voilà. Mais qu'est-ce qui les pousse à aller là-bas? Est-ce que la promiscuité est un facteur favorisant cette conduite? C'est une question qu'on se pose. Cette recherche vous a certainement aidé à avoir la réponse. Voilà, c'est une hypothèse qui a été évoquée. Voilà, on a constaté. Voilà ce qu'on a constaté. Parce qu'avant, dans le bon vieux temps, les maisons entre griffes de tolérance ne sont jamais à côté des établissements. Il faut parcourir de longs kilomètres avant peut-être aller, il faut se cacher, etc. Voilà. Maintenant, c'est très facile. Bon, qu'est-ce qui pousse les jeunes à aller faire tout ça? Vous savez, la jeunesse, c'est aussi la curiosité. Hein? Tout à fait. C'est la curiosité. C'est pas que parce qu'il y a eu ça, on va les taxer déjà d'anormal ou de griffes, de voyous, etc. Parfois, c'est la curiosité. On veut découvrir et si on n'est pas mal orienté, bien informé, on peut évidemment mal s'y prendre. Donc, voilà un certain nombre de constats que nous avons faits. Bien entendu, les violences sexuelles avec toutes les conséquences que cela engendre. Bon, il y a beaucoup de thèmes qui ont été développés et qui ont été étudiés du point de vue de la culture, soit en Afrique, en Europe,
ailleurs dans le monde. Voilà. Au-delà de la participation qui, me semble-t-il, est une satisfaction, est un facteur plutôt de satisfaction pour vous, et au-delà également des thèmes qui ont été abordés au cours de ce congrès, est-ce qu'il y a d'autres facteurs qui justifient également une satisfaction à votre niveau en tant que président du comité d'organisation? Vous savez, ça fait plus d'un an et demi qu'on est en train de préparer ce congrès. Et vous imaginez ma joie que ça se termine comme ça. Vraiment, c'est une fierté. Une fierté, et je profite de l'occasion pour remercier tous mes collègues membres de ce comité d'organisation. Parce que le travail n'a pas été facile. Nous n'attendions pas autant de participants. Mais dès que le thème a été lancé, nous avons vraiment des demandes de partout et nous sommes allés jusqu'à près de 250 participants. Vous imaginez, donc c'est déjà une bonne chose et c'est ce que je pourrais ajouter à tout ce qui a été dit, développé au cours du congrès. Voilà, revenons au thème sexualité, culture et maladie. Vous avez essayé de faire un lien entre ces trois aspects qui sont dans ce thème. Un lien entre la sexualité et les maladies également, notamment les troubles mentaux. Est-ce que ça existe vraiment? Oui, bien sûr. Bon, vous savez, la sexualité, c'est quelque chose d'épanouissant. Épanouissant. Freud a dit qu'il n'y a pas de vie sans sexualité. Il n'y a pas de vie sans sexualité. Si vous comprenez la sexualité au sens large du terme, comme tout ce plaisir que nous pouvons tirer de quelque chose, tout ce dévouement que nous donnons à quelque chose, c'est une sexualité. Vous comprenez? Généralement, la sexualité se confond avec la génitalité. Ce n'est pas la même chose. Ça ne s'arrête pas seulement à ce niveau. Non, non, pas du tout. L'enfant qui naît à une sexualité se développe, etc., etc. Je ne peux pas rentrer dans les détails ici, nous prendrait beaucoup de temps. Vous comprenez? Mais la sexualité peut déboucher sur la maladie. Lorsqu'elle est mal assouvie, lorsqu'il y a des troubles particuliers, lorsqu'il y a un dysfonctionnement érectile. Qu'est-ce qui peut faire qu'il y ait un dysfonctionnement érectile au sein d'un couple? Ce n'est pas nécessairement que, excusez-moi, sur le plan de l'organe sexuel, il y a une maladie. C'est vrai, il peut y avoir une maladie. Mais généralement, il y a des problèmes psychologiques. Il y a tout cela qui ont un impact sur la libido, sur l'érection. Bon, excusez-moi, vous êtes journaliste, vous êtes peut-être fatigué, vous avez travaillé toute la journée, vous rentrez le soir fatigué. Mais si vous êtes fatigué ce soir-là, cela ne veut pas dire que vous êtes fatigué tous les soirs. Vous comprenez? Oui, voilà. Bon, mais si c'est mal vécu, mal apprécié, ça peut être enquisté en vous et engendrer une certaine angoisse, que nous appelons une angoisse de performance, surtout si votre partenaire, si votre épouse est exigeante. Vous voyez, tout cela peut progressivement ou petit à petit conduire à une pathologie. Et ça peut être plus grave que ça. Ça, c'est l'exemple très simple que je pourrais donner. Sinon, nous pouvons prendre d'autres exemples pour des pathologies encore plus graves. Dans le même ordre d'idée, le contraire aussi peut s'observer, c'est-à-dire que le malade psychiatrique, le malade mental, je dirais tout ça, la personne qui a un trouble psychique, parce que si on est confronté à des difficultés et que de façon épisodique, on fait une crise ou une maladie, cela ne veut pas dire qu'on est déjà dans la maladie. Vous comprenez? Donc, quand vous êtes dans un état pareil, vous comprenez très bien que ça peut avoir un impact sur votre sexualité. Donc, c'est tout cela qu'il faut prendre en compte dans la prise en charge d'un patient pour dire que l'homme, c'est un tout, c'est un ensemble. Et il faut considérer le physique, bien entendu, par rapport à certaines maladies que nous connaissons tous, qui ont un impact, une répercussion sur la sexualité. L'hypertension, le diabète, les maladies que nous prenons, tout cela peut avoir un impact sur la sexualité. Il suffit de revoir un peu tout cela pour recadrer les choses
avec l'aide des psychiatres pour s'en sortir. Voilà. Professeur, vous savez que sur le continent africain, et sur d'autres également, mais beaucoup plus récurrents, sur le continent africain, il y a des foyers de tension au cours de ces événements que je voudrais bien qualifier de regrettables, qu'on n'aurait pas souhaité. Il y a que des femmes sont parfois violées. Quelles sont, selon vous, en tant que spécialiste, les conséquences de ces actions-là sur le psychique, le psychisme de ces femmes? Ah, c'est un drame. C'est un drame parce que le viol génère un traumatisme psychique très grave, vraiment grave. Et une femme victime de violences sexuelles, de viol, vous l'avez pratiquement détruit toute sa vie durant. Malheureusement, ce qui se passe souvent, c'est que comme c'est un sujet tabou, on en a honte, on cache cela, on ne le dit pas, on ne l'exprime pas. Et on vit cette souffrance intérieure. Ça a beaucoup de conséquences. Beaucoup de conséquences. L'une des premières conséquences, c'est le rejet de la sexualité, tout simplement. Mais on a l'effet paradoxal parfois. C'est-à-dire, c'est un autre engouement. Vraiment. Hein, c'est-à-dire que c'est comme si la personne victime de violences sexuelles devient, je ne sais pas comment je vais dire, exagère maintenant dans le rapport sexuel. Vous voyez? Donc, en dehors de cela, les conséquences sont énormes. Il y a la dépression, les tentatives de suicide, il y a la honte. Les femmes se culpabilisent même quand elles sont victimes de viol. Elles se disent, mais c'est ma faute, j'aurais dû ne pas passer par là, on m'avait quand même prévenu. Mais non, elles n'ont commis aucune faute, aucune erreur. C'est cette personne qui les a violées qui a de mauvaise foi. Vous comprenez? Tout à fait. Et la prise en charge tient compte de tout cela. Il va falloir déjà aider la femme à ne pas se culpabiliser, aider cette victime à ne pas se culpabiliser. Mais ce qui est important, c'est que, et ça je profite de votre procédure pour le dire, il faut que ces personnes victimes de violences sexuelles aillent immédiatement consulter un spécialiste en santé mentale. Voilà. Peu importe, un psychologue ou un psychiatre. C'est très important parce que c'est comme un événement traumatisant qui s'incruste dans leur psychisme. Vous comprenez? Oui. Mais il faut que le spécialiste fasse sortir ce traumatisme du psychisme de cette victime. Pour libérer. Libérer, si vous voulez. Parce que si on ne le fait pas immédiatement, ça s'enquiste. Ça se ferme, le psychisme se ferme là-dessus et c'est là. Et pendant des années, toute une vie, ça pourrait être un facteur favorisant d'autres maladies, des comportements anormaux dans le domaine du vécu de la sexualité. Voilà un peu ce que je peux dire. Voilà, profitons également de votre présence sur ce plateau en tant que psychiatre. Vous savez, au-delà de ces viols, des crises dans les pays africains, en Centrafrique, il y a la Côte d'Ivoire, il y a quelques années, la RDC actuellement, il y a beaucoup de crises. Selon vous, quelles sont les conséquences de ces événements sur les populations qui vivent cela au quotidien? Oui, les crises. Vous voulez parler des violences, c'est ça? Voilà, les violences, les manifestations qui sont réprimées, des chefs d'État qui ne veulent pas partir, des guerres entre ethnies, voilà tout ça. Vous-même, vous voyez ce qu'on voit à la télé là, c'est peu de choses quand on est sur le terrain. Je vous le dis parce que je sais de quoi je parle. J'ai conduit pendant des années dans un pays en Afrique. Lequel déjà? Non, je ne sais pas s'il faut le dire. Mais j'ai Vous pouvez partager cette expérience? J'ai coordonné toute une activité de prise en charge des personnes victimes de violences sexuelles. Et je vous assure que nous en avions traité plus de 400. 400 dans l'un des pays que j'ai cités tout à l'heure sans doute. Bien sûr, bien sûr. Vous voyez, quand vous êtes sur le terrain, vous vous rendez compte que
tout ce que nous voyons à la télé, c'est rien du tout. C'est vraiment rien du tout. Vous vivez même la souffrance de la population. Vous vous rendez compte que la population souffre, vraiment. C'est pénible et psychologiquement, c'est quelque chose qu'on ne peut même pas qualifier. C'est-à-dire que ce que je vous dis là, vous voyez toute mon émotion quand je parle de ça. C'est comme si je vis cela, parce que j'ai vécu. Et nous nous disons, bon Dieu, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Donc, que nos autorités politiques se disent à un moment donné comment la population vit tout cela. Dès qu'on se pose cette question, peut-être qu'on pourra changer le tir. Moi, je ne sais pas. Vous comprenez? Mais qu'on s'imagine un peu la souffrance de la population par rapport à la guerre. La guerre, lorsqu'elle est partie, c'est difficile de l'arrêter. Parce que les conséquences sont énormes. On sait quand ça commence, mais on ne sait jamais. Les conséquences sont énormes. Donc, nous, psychiatres, psychologues, bon, on n'est peut-être pas là pour apprécier, mais on est là pour venir en aide aux victimes. Vous voyez, c'est un peu notre travail. Et justement, est-ce que vous avez tous les moyens qu'il faut, notamment sur le continent africain, qui est dépourvu de certains moyens? On est obligé de d'avoir recours à des pays occidentaux. Est-ce qu'on a tous les moyens qu'il faut pour régler ces problèmes sur le plan psychique, bien évidemment? Est-ce que c'est une question de moyens? C'est une question, c'est pas les moyens forcément. Le problème est ailleurs. Parce que la prise en charge de ces personnes est physique, psychologique, mais également juridique. Vous savez, quand la guerre éclate dans un pays, le système juridique n'existe pratiquement plus. Tout est à terre. Oui. Tout est à terre. Alors que, sur le plan juridique, lorsque vous êtes traité physiquement, bon, vous êtes peut-être blessé de guerre, on s'acharne sur vous, on vous traite. Mais le psychisme, le choc psychologique est là. Donc, immédiatement, il faut le psy. Vous avez vu dans les pays développés, vous avez vu les attentats, etc. Vous voyez le dispositif qui est immédiatement mis en place. Immédiatement. Vous ne pouvez pas être victime de quoi que ce soit et rentrer chez vous. Ce n'est pas possible. Vous devez passer nécessairement par le psy. Et pourquoi ce n'est pas le cas en Afrique? Est-ce que ce n'est pas le manque de moyens dont je parlais tout à l'heure? Non, bon, peut-être c'est une question de... Peut-être que nos autorités ne perçoivent pas encore... L'importance, peut-être. Voilà, l'importance de cette prise en charge. Et c'est pour ça que nous le disons, chaque fois que nous avons l'opportunité, nous le disons. Parce que si quelqu'un se casse les pieds, c'est bien, on va le traiter, on va fracturer, on va faire le plâtre, on va dire, bon, en 3 mois, vous êtes guéri. Mais ici, là, c'est pas évident. C'est des années. Donc, nous souhaitons que vraiment, comme partout ailleurs maintenant, de plus en plus, que les psys et les psychologues, les psychiatres soient associés à la prise en charge de toutes ces personnes victimes de guerre, de violence, de traumatisme, d'attentats terroristes, de catastrophes quelconques, d'inondations. Tout ça, c'est traumatisant pour un individu. Donc, pour moi, c'est des indicateurs que nos autorités politiques doivent prendre pour dire, attention, faisons. Si ça pouvait les aider à revoir un peu les choses en matière de guerre, tant mieux. Mais nous le disons en tant que médecins, soignants, spécialistes du problème psychique, et il est important qu'ils en tiennent compte dans toutes choses. Voilà un peu ce que je peux dire. Mais on a quand même espoir qu'on va s'en sortir, déjà avec votre soutien et la disponibilité, l'engouement. Vous venez d'évoquer un voyage que vous avez effectué dans un pays pour apporter assistance à ces personnes. C'est déjà un début qui pourrait aider à mettre fin à cette situation. Bien sûr, et des actions comme ça, nous souhaitons que ça s'amplifie, pour que au même moment qu'il y a le drame et que des personnes blessées sont prises en charge sur le plan physique, il faut que la prise en charge psychologique suive immédiatement. Je pense que si on prend les choses de façon holistique,
bon, on pourrait toujours venir en aide aux personnes victimes. Voilà. Professeur, nous sommes pratiquement à la fin de cet entretien. Nous l'avons commencé par le Congrès international de santé mentale de Cotonou. On va finir également par ce congrès. Est-ce qu'il y a un autre en vue? Est-ce que c'est toujours au Bénin? Dans quel pays? Non, il y a d'autres congrès en vue. Hein. Vous savez, en Afrique, nous avons une société qui est très, très importante pour nous et qui nous rassemble tous également. Ouais. Et en mars prochain, à Yamoussoukro, je crois à partir du 6, il y a également un congrès très important qui va se tenir à Yamoussoukro. Et ce serait encore l'occasion, en Côte d'Ivoire, pardon, oui. Ce serait peut-être l'occasion pour vous, si vous pouvez encore être des nôtres, ce serait tout à fait. Une bonne chose. L'Africa TV voilà. Est en train donc, de faire le nécessaire pour donc, être représenté dans pratiquement tous les pays africains. C'est vraiment très bien. Et je voudrais profiter pour vous remercier et féliciter pour le travail que vous faites. Voilà. C'est très important cela. Voilà. Merci beaucoup, professeur, pour votre disponibilité aussi. Je vais vous laisser conclure cet entretien. Bon, merci. Je crois que c'est peut-être un début de conclusion que j'ai commencé. D'abord, pour vous remercier pour cette initiative que vous avez prise. Hein. Je pense que c'est une très bonne chose. Et souhaiter que les informations soient relayées par rapport à un certain nombre de vides, surtout en matière de santé, de santé mentale. Surtout en matière de santé mentale. Alors que l'OMS a bien dit, il n'y a pas de santé sans santé mentale. Il n'y a pas de santé sans santé mentale. Ça veut dire que la santé mentale est en amont, pendant, en aval. Vous voyez? Donc, malheureusement, c'est un peu relégué au second plan, alors que ce n'est pas sa place, ça. J'espère qu'avec ce genre d'émissions, nous allons montrer encore l'importance un peu de la santé mentale dans la vie d'un être. Et c'est justement l'une des recommandations des congressistes, c'est-à-dire que la santé mentale soit réellement dans la santé en général. Voilà. L'intégration des soins de santé mentale dans les soins de santé en général, dans les soins de santé primaire en particulier. Je pense que ça pourrait aider un peu à atteindre cet objectif-là. Je vous remercie. Merci beaucoup, professeur Magloire Gansou. Vous êtes agrégé de psychiatrie. Vous étiez notre invité pour le compte de cet entretien. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis. Bonne journée à vous.